Bonjour à tous. Donc on continue cet après-midi avec donc une présentation d'Alexandre Brianceau, qui nous vient donc de Ruder et qui va je pense nous rassurer sur le fait que l'open source est encore là pour longtemps et pour durer. Ça va nous donner des bonnes nouvelles. Merci, je te laisse le micro. Merci pour cette intro. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais venir vous parler du coup de l'open source, mais en particulier des licences. Parce que bon, c'est un titre un petit peu fait exprès pour vous faire venir aussi. Si vous avez vu un petit peu le descriptif, je vais en particulier parler des fameuses licences source available, celles qui vous disent que le code est en libre accès, donc du coup que c'est open source, et c'est pas le cas. Et pourquoi est-ce que j'ai fait cette conférence-là? Il se trouve que je voulais faire un petit disclaimer. Moi-même, je travaille dans l'industrie. Je suis président d'une entreprise de développement de logiciels en cybersécurité. On fait du logiciel libre et du logiciel propriétaire sous licence GPL-v3, enfin sous double licence. Et donc, du coup, je m'intéresse notamment à ces problématiques-là, puisque nous, c'est des sujets qu'on a eu par le passé, notamment quel choix de licence avoir. Et en fait, c'est le genre de sujet aussi qu'on rencontre avec nos utilisateurs ou nos amis qui vont choisir un projet sans se rendre compte de savoir quel est l'impact réel d'une licence qu'ils vont avoir derrière. Alors, je ne suis pas un spécialiste non plus des licences. C'est aussi pour faire ce disclaimer-là, il est possible qu'il puisse y avoir quelques approximations. Pourquoi est-ce que j'ai appelé ce talk comme ça? En fait, c'est simple. Je voulais lancer le chronomètre pour être sûr que je ne sois pas en retard. En fait, j'ai un ami qui m'a dit t'as vu les dernières choses qui sont passées là avec HashiCorp, maintenant ils sont passés sous BSL, de toute façon, il l'a dit, le patron, donc là, la quote vient de ça, l'open source, de toute façon, c'est mort. Il n'y aura pas de suite. On voit bien, toutes les grosses boîtes sont en train de basculer, les GAFAM sont en train de se gaver, et donc c'est pour ça que l'open source, pour moi, c'est mort. Et donc, je n'étais pas d'accord avec lui, on est parti dans un long échange, et puis je me suis rendu compte que finalement, il ne connaissait pas forcément exactement les tenants et les aboutissants qu'il pouvait y avoir derrière. Alors, cette citation-là, elle date de 2023, donc c'est-à-dire pas si longtemps que ça, et quelques mois avant, en août, Terraform a changé de licensing, enfin tous les produits d'HashiCorp ont changé de licensing, et sont passés sous Business Source License. Je vous en parlerai après de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a derrière, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'à ce moment-là, il y a un gros clash avec un fork qui s'est passé de Terraform, qui s'appelle OpenTofu, et pour lesquels, du coup, ils étaient en train de se batailler, mais assez sec, en fait. À l'époque, ça ne s'appelait pas OpenTofu d'ailleurs au tout début, et ils ont réussi à se battre en fait, juridiquement pour essayer de leur faire changer de nom, parce que OpenTS c'était un peu trop proche de Terraform, et donc on voit bien que les enjeux étaient quand même hyper importants pour HashiCorp, la société mère. Et en parallèle, du coup, il me dit de toute façon, c'est la fin de l'open source. Et pas longtemps après, comme par hasard, on découvre qu'ils ont été rachetés, pareil 6 mois après cette annonce-là, par IBM. Et donc ce changement-là pour la BSL, lui, il fait cette prédiction-là parce qu'ils ne sont pas les seuls à avoir fait ce changement de licence qui passe d'une licence open source à une licence qui peut se targuer d'être open source, notamment parce que les codes sont à disposition, donc on peut voir le code source. Mais ce n'est pas open source. L'Open Source Initiative, d'ailleurs, l'a bien dit. Pour le coup, elle l'a dit très explicitement pour la SSPL. Elle a fait un statement officiel pour dire la SSPL n'est pas open source. La BSL, ils n'ont pas fait de statement officiel, mais par contre, il ne fait bien pas listé parmi les licences open source disponibles. Et donc, ils ont dit ça parce que vous voyez, il y a quand même pas mal d'outils, dont quelques-uns que vous devez reconnaître peut-être en fonction de vos métiers respectifs, qui possèdent des licences soit SSPL, soit BSL, et qui sont donc des licences dont l'objectif est de mettre à disposition les sources, mais qui ne sont pas open source. Donc oui, les sources sont dispo, mais par contre, elles n'obtiennent pas les mêmes garanties et les mêmes libertés d'usage, de modification et de redistribution que des licences open source. Cet impact-là, alors il y en a qui les ont appelés les open source parce que souvent c'est accompagné d'open source washing de la part des sociétés derrière qui vont essayer de pouvoir dire mais si, bien sûr, c'est open source, regardez, les codes sont ouverts, nous on a toujours été à fond sur l'open source. Je me souviens notamment, il y a le patron d'Elastic qui parlait de ça à l'époque, qui avait pas mal essayé de mettre en avant ce côté-là. Et
il y a quand même des gros impacts à faire. Pour faire court, parce qu'en 20 minutes, on ne peut pas rentrer trop dans le détail, notamment les détails juridiques. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous utilisez un de ces outils, donc si on prend Terraform par exemple, qui est sans doute l'outil incontournable pour le provisioning de machines aujourd'hui, ou Elasticsearch pour venir rassembler de la donnée, c'est pareil, je pense que c'est les deux outils où c'est relativement incontournable aujourd'hui. Si vous l'utilisez en usage privé interne, il n'y a pas de souci. Si vous l'utilisez pour faire du consulting, c'est-à-dire vous faites du consulting sur Terraform, sur ELK, pas de problème non plus, vous pouvez le faire, vous n'avez rien à redevoir à HashiCorp. Par contre, à partir du moment où vous allez intégrer Terraform dans une solution que vous allez revendre, par exemple, vous êtes éditeur de logiciel, vous utilisez Terraform pour provisionner une offre SaaS, là c'est pas bon. Parce qu'en fait, votre offre SaaS, elle s'appuie notamment sur les compétences et le savoir-faire du produit Terraform, et ça, ce n'est pas autorisé par la licence BSL. Il faut obtenir un accord avec une licence spécifique pour payer HashiCorp. Je le dis comme ça paraît évident, mais du coup, si on fait le parallèle avec AWS ou Azure, en fait, c'est exactement pour ça qu'ils l'ont créé. Parce que eux, c'est exactement ce qu'ils faisaient, mettre à disposition ça, voire même ils mettent à disposition Terraform lui-même en tant que SaaS, sans jamais avoir à payer un seul centime à HashiCorp. En se disant juste, c'est la version open source, on n'a rien à y faire, on a le droit. C'était le cas quand ils étaient encore sous une licence open source. Maintenant qu'ils sont sous BSL, c'est fini. Et on peut bien comprendre maintenant qu'IBM a racheté HashiCorp qu'en fait IBM n'avait pas du tout envie de s'embêter en rachetant très cher HashiCorp d'avoir cette problématique de gestion de GAFAM derrière. Donc fournir une version SaaS, c'est mort. Et intégrer dans une offre SaaS, c'est mort aussi. Donc attention à cette licence-là. Ce ne sont pas des licences open source. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Enfin, ce qui est vrai aussi sur des licences open source, si vous utilisez une AGPL, vous ne pourrez pas faire la même chose qu'avec une licence MIT ou BSD. Alors, pourquoi ces licences, elles existent officiellement, c'est pour lutter contre les GAFAM. Parce que justement, ils se servent de ces licences, de ces produits sous licence open source, sans jamais potentiellement, en tout cas c'est ce que se targuent certaines entreprises, de dire nous on n'a jamais reçu un copec de la part d'AWS. Eux-mêmes vont dire mais bien sûr que si, on a une communauté, notamment Amazon, ils sont assez forts, ils ont carrément embauché des gens issus des communautés open source, notamment des Clips, etc., pour venir faire du lobbying en disant bien sûr que si, on fait de l'open source. Donc qui a raison ou tort, je ne sais pas, mais en tout cas, du coup, ils mettent ça en avant. Sauf que ça crée pas mal d'autres problèmes. Ça réduit les libertés du logiciel en tant que tel, puisque ce n'est plus une licence open source, donc on n'a plus le droit de modifier, plus le droit de redistribuer sous les mêmes conditions. Et ça réduit du coup la concurrence en SaaS, puisque du coup, comme on l'a vu, on n'a plus le droit de faire un offre SaaS pour ça. Et il y en a un qui s'en est bien rendu compte, c'est Sherin Zayak justement, sur l'offre Terraform Cloud. Lui, il était basé là-dessus. À partir du moment où ils sont passés en BSL, comme par hasard, x3 au niveau des tarifs. Et forcément, en fait, en face, toutes les autres offres, il y en a quelques-unes qui offraient des services Terraform as a service pour les clients en mode cloud, se trouvaient à devoir arrêter du jour au lendemain, puisqu'en fait, avant, ça leur coûtait rien. Là, aujourd'hui, ils doivent discuter avec HashiCorp qui ne va certainement pas leur faire une licence Natica, 10 000 € pour l'année, quoi. Donc, tout le business model est bouleversé. Et HashiCorp avait bien prévu de faire ce x3-là de prix. Encore une fois, pareil, quelques mois après, comme par hasard, IBM le rachète. Ça permet aussi de bien habiller la mariée. Une forte progression depuis 3 mois seulement du chiffre d'affaires sur l'offre Terraform Cloud. Et donc du coup aussi, quelque chose qui peut nous gratter, c'est quand même que l'open source washing, donc on connaît le greenwashing, mais c'est le cas aussi là-dedans. Je ne vais pas trop m'étendre là dans cette partie de conférence, parce que, encore une fois, 20 minutes, ça passe vite. Le cas d'HashiCorp, du coup, comme je le disais, c'est pas anodin. Et pour moi, donc là, c'est mon point de vue en tant qu'un peu analyste et moi-même patron de ma propre boîte dans le domaine. C'est avant tout pour les investisseurs. On voit bien que de toute façon, ils ont été rachetés vraiment juste derrière. Et on pourrait faire le parallèle. J'ai une version de cette conférence qui est un peu plus longue, dans laquelle justement je prends le parallèle avec d'autres boîtes qui ont fait ces moves-là. De se dire pourquoi est-ce qu'ils ont fait ces moves-là. Notamment, ils ont fait des IPO, donc des introductions publiques en bourse,
Et ça leur a permis d'essayer de relever un petit peu l'action après une entrée en bourse catastrophique. Si vous regardez HashiCorp, ça a été le cas. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est rentré en bourse en 2021. Bah oui, je l'ai mis dans la conf. Voilà. Et donc, du coup, c'est notamment pour ça, c'est pour ces raisons-là qu'ils ont fait ces changements-là. Et donc, les concurrents en zéro spécifique, depuis le changement, ils étaient obligés d'arrêter leur offre Terraform, en tout cas, de basculer sur une offre payante. Je rentre un peu plus dans le détail pour ceux que ça intéresse, parce que, en fait, on ne se rend pas compte, on se dit que c'est un peu bisounours, cette histoire de licence. Après tout, comment ils vont faire vraiment pour savoir si jamais je l'utilise pas. De toute façon, on va forker, on va bien faire ce qu'on veut. On le voit avec Valky, avec d'autres forks open source de produits qui ont changé de licence. N'empêche que là, du coup, ils ne sont pas innocents. Comme je disais, OpenTF, ils sont allés jusqu'à les attaquer sur le nom pour les faire changer. Hyper agressif, avec des cease and desist orders. Du coup, ça c'est quand même un peu violent quand on reçoit ça. On n'a pas du tout envie de jouer avec le feu. Heureusement, ils tiennent bon quand même, et ils ont renommé ça en OpenTofu. On voit bien du coup qu'en octobre 2023, c'est le moment où j'ai pris la petite citation du début. On voit aussi que pour OpenTofu, le second problème, et il l'a dit officiellement, c'est que notamment la Linux Foundation, elle est venue soutenir le projet. Et donc ça donnait aussi une légitimité à un produit open source, à un fork open source, parce que des forks on en a tous connus, mais est-ce que ça va tenir? Par exemple, si je vous dis entre Alma et Rocky, qui va gagner suite à CentOS Stream, on ne sait pas tellement, et bien hasardeux celui qui va mettre les bons dés du bon côté. Mais là, avec le soutien officiel de la Fondation Linux, ça crédibilise l'offre et ça décrédibilise du coup l'offre de valeur d'OpenTofu, d'HashiCorp Terraform en parallèle. Alors, dans les petits rigolos, le product management de Steph est venu un peu tacler le CEO d'HashiCorp en disant peut-être qu'il a un peu oublié ses sources, d'où il vient sur la partie open source, à savoir quand même que Red Hat c'est peut-être pas un modèle non plus extrêmement vertueux sur cette partie-là, parce que je vous rappelle que CentOS Stream est devenu CentOS Stream justement pour éviter un peu la vampirisation de l'offre communautaire upstream qu'ils avaient. C'est normal, ils recherchent un business model, c'est légitime, ça leur appartient, ils font bien ce qu'ils veulent, ils ont la licence, c'est eux qui possèdent le logiciel, mais c'est pas forcément évident et très rigolo à voir de se batailler là-dessus quand à côté on n'a pas forcément les chaussures propres. Et c'est allé jusqu'à dire pour HashiCorp, je vous volez ma propriété intellectuelle, parce que évidemment, quand il y avait des bugs qui étaient corrigés dans l'un, dans l'autre du fork, forcément on va les retrouver. C'est pas écrit de la même façon, mais du coup ils n'ont pas réussi à le prouver, c'est jamais allé au bout ce procès, parce que oui, forcément il y a un bug grave à gauche, il va arriver aussi à droite, en tout cas pendant assez longtemps, parce que c'est les mêmes produits en fait, et donc ils ont essayé d'attaquer là-dessus pour essayer de tuer le projet en parlant de vol de propriété intellectuelle. Depuis, ça s'est quand même relativement calmé. On voit du coup que HashiCorp, avant qu'il rentre en bourse, on n'avait pas beaucoup d'infos. On avait juste des year in review, donc ils donnaient quelques informations, des métriques, mais qui correspondent à peu près à toutes les métriques qu'on retrouve dans des modèles de start-up classiques, qui font des levées de fonds à l'infini parce qu'en fait, ils perdent de l'argent en permanence. Donc il faut bien qu'ils trouvent des métriques qui soient sexy. Ce n'est pas le profit qu'ils vont mettre en avant, puisqu'ils ne font que perdre de l'argent. Donc ça va être notamment sur le nombre d'argent qu'ils vont avoir levé, sur le nombre d'utilisateurs. On voit qu'il y avait quand même une croissance, du coup ça décolle, mais HashiCorp n'était toujours pas rentable. Sinon, bien sûr qu'ils auraient dit qu'ils étaient rentables, ça aurait fait partie des grandes annonces qu'ils auraient mis, mais ils n'y étaient pas. Et même quand ils ont fait l'IPO, du coup ils n'étaient toujours pas rentables, plus de croissance, plus d'investissement, et notamment pour répondre à leurs actionnaires publics, puis maintenant aujourd'hui pour IBM. Je suis hyper large sur le temps, donc si on peut poser des questions, on pourra en profiter, parce que généralement ça peut susciter des petites questions, sinon j'ai des petites slides bonus. Toutes ces entreprises-là qui basculent en BSL ou SSPL, elles ont un point commun quand même, la plupart, non même toutes, elles ont fait de levée de fonds, ou elles sont encore en phase de levée de fonds.
Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont toujours pas rentables. Parce que le business model des startups, quand on encense les startups et qu'on veut absolument des licornes, en France, ça veut dire qu'on veut absolument des boîtes en faillite. Mais c'est logique, c'est le modèle. Elles doivent perdre de l'argent parce que leur but c'est la croissance pour espérer plus tard un modèle plus vertueux et une sortie pour les investisseurs pour que ça puisse bien marcher. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, quand on prend une boîte tech et qui commence à faire ses levées de fonds, on est encore sur un intérêt légitime de fondateur à utilisateur, avec un intérêt sur le long terme de construire un écosystème. Pendant très longtemps, HashiCorp, ils ont été très cool là-dessus. Ils ont toujours donné énormément à leur communauté de façon tout à fait légitime et bien fondée. Maintenant, qui tient les cordons réels de l'entreprise? C'est les financiers. Et donc, à un moment donné, ils ne vont pas avoir le choix. Et d'ailleurs, ça correspond à la date de sortie, pas longtemps après. Alors, ça faisait déjà quelques années que le fondateur d'HashiCorp était déjà un peu moins présent, mais il a annoncé sa sortie en parallèle que ça basculait en BSL, et ce n'est pas un hasard non plus. Et pour moi, qui suis fervent défenseur du modèle open source, je ne suis pas hyper fan de mesurer le succès d'une entreprise ou d'un produit par rapport à sa capitalisation. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'on exclut toute autre forme de valeur qu'apporte ce logiciel. On parle beaucoup de bien commun, et le logiciel libre, d'ailleurs, on le retrouve beaucoup dans les milieux publics, dans les organisations, dans les gouvernements, dans les écoles, parce qu'en fait, ça a d'autres formes de valorisation, de valeur. Il y a l'impact social, l'impact environnemental. Combien de gens vont, par exemple, faire de l'impression 3D de certaines choses plutôt que de les faire fabriquer en Chine et de les transvaser à l'autre bout du monde. D'innovation, de pérennité, ça c'est pareil, le logiciel libre permet de pouvoir garantir une pérennité à l'innovation que vous allez créer, plutôt que de mettre un patent qui va vous permettre de toucher des sous pendant 30 ans dessus, et qui ne va jamais donner cette technologie, cette innovation au monde entier. On l'a vu avec le système des vaccins, c'est assez connu comme type de mécanique, et c'est bien pour ça que la recherche, généralement, elle est publique, et les articles qui sont publiés, ils sont partagés dans le monde entier. Il y a ce principe de bien commun, et l'open source est là aussi normalement pour permettre ce genre de développement. Et eux, par contre, les investisseurs, ils pensent qu'à eux-mêmes. Leur but, c'est de rentabiliser x3, x5 d'ici les 3 à 10 ans. Enfin, ça dépend j'ai des approches quasiment toutes les semaines, donc je connais très bien leur discours. Même s'ils disent que non, nous, on fait juste, c'est pour voir, mais bien sûr qu'au bout de 8 à 10 ans, ils vont vouloir faire une sortie et vous imposer des règles du jeu que vous ne voudrez pas. Et si ce n'est pas direct, c'est indirect. Pour le coup, j'ai retrouvé des traces notamment de certains conseillers, consultants qui conseillaient du coup ces entreprises-là et qui en fait eux-mêmes travaillaient pour des fonds d'investissement, qu'on a su qu'après qu'ils travaillaient pour ces fonds d'investissement. C'est normal, c'est du lobbying, c'est le jeu des grosses entreprises aussi. Donc là, c'est un peu pour épingler nos petits amis de Red Hat, parce que c'est un peu moins direct. Ils n'ont pas changé leur modèle de licensing, c'est toujours open source, ce qui est fait par Red Hat. C'est juste que, par contre, le code, il devient vachement plus difficile pour l'atteindre. Maintenant, il faut un compte Red Hat Developer pour y accéder. Tout est fait pour éviter qu'il puisse y avoir des builds faits par la communauté basés sur ce code-là en plus. Et donc, du coup, on voit même ils sont même allés jusqu'à un moment donné à ne pas distribuer le code en utilisant une faille de la GPL qui leur permettait de dire maintenant, on ne vous diffuse même plus le code du tout. Ciao. Donc là, au moins, les intentions sont claires. Et ça, c'est des choses qu'on peut oublier. Ah oui, on est vachement bien avec un environnement Red Hat, mais pour autant, on est enfermé dans un écosystème dont c'est IBM qui est à la clé, qui possède les clés derrière. Et nous, notre outil Rudder, du coup, on est issu à la base du milieu de la gestion de configuration, qui est un domaine qui s'est plus ou moins un peu éteint au fur et à mesure des années là aujourd'hui. Nous, on a tiré notre épingle du jeu, on a shifté sur la cybersécurité, sur la conformité, le patch management, etc. Donc ça marche mieux pour nous. Mais nos concurrents, eux, se sont fait racheter et on voit bien qu'ils ont peu innové. Et notamment, on peut retrouver, par exemple, Puppet, qui très récemment, là, ils viennent d'annoncer à peu près le même genre de move. On dit, voilà, nous, à partir de 2025, on fournit plus de version communautaire de Puppet. Il y a encore pas mal de monde, je pense, autour de vous, peut-être des connaisseurs d'administrateurs système qui continuent d'utiliser ce logiciel-là.
aujourd'hui, ils ne pourront plus l'utiliser en open source à partir de 2025 parce qu'ils ne vont plus publier les sources. Alors évidemment, il y a des ex-communautaires, enfin des ex de Puppet qui vont reconstruire, je crois qu'ils ont déjà reconstruit, mais bon, on voit bien que tous les efforts sont faits pour essayer de lutter, et c'est pas contre les GAFAM. Conclusion, pour moi, non, l'open source n'est pas déjà mort. On peut voir GitHub, bon, ça date de 2022, mais on a quand même 90% des logiciels mondiaux qui sont sur des bases open source. C'est peut-être moins hype. C'est peut-être moins ce qui est recherché comme critère premier. Mais ça continue de fonctionner. Le business model a beaucoup évolué aussi. Il y a une dizaine d'années, c'était que du modèle sur support et sur service. Alors ensuite, on est passé sur les modèles en souscription. Aujourd'hui, c'est le modèle SaaS qui apporte quand même beaucoup d'argent aussi avec des produits open source, mais une offre SaaS à côté qui permet de financer les éditeurs. Donc non, ça continue. Et oui, c'est sans doute en danger, mais ça l'a toujours été depuis longtemps. Le tout, c'est d'être vigilant. Et vous, soyez vigilants en tant que consommateur de logiciels et de projets sur les licences qui sont derrière. BSL, SSPL, ce ne sont pas des licences open source. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un projet interne, mais demain, il y aura toujours un commercial ou quelqu'un qui va vous dire en fait, ce serait vachement bien de le revendre, ou alors peut-être de le faire avec notre partenaire. Oui, mais là, on retombe sur le coup de vous n'avez pas le droit de l'utiliser, mais vous risquez gros. Et ça fait 19 minutes 40. Je pense qu'on est pile dans les temps. Est-ce qu'on a le temps pour une question? Ouais. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Ouais. Déjà, merci pour la conférence. Et je voulais savoir ton avis. Est-ce que tu penses que cette tendance, on a vu quand même s'accélérer depuis l'annonce à l'époque de Red Hat, et tu as beaucoup parlé notamment d'Elastic et Terraform. Est-ce que tu penses que c'est une tendance qui va s'aggraver? On sait que c'est beaucoup lié aussi au contexte économique, même si les business models ont évolué. Est-ce que tu penses que ce genre de choses va continuer à se développer et qu'il y a beaucoup plus de projets qui vont passer soit directement en BSL, soit faire la transition petit à petit vers le SSL? Merci pour la question. Alors, je pense que oui, parce qu'en fait, on le voit là, si vous tapez French Tech dans les Google News, vous allez voir que des mauvaises nouvelles de à quel point est-ce qu'il n'a plus du tout autant d'argent qu'avant, etc. Pourquoi? Parce que le contexte économique, ça n'a échappé à personne, c'est difficile, de l'inflation, les salaires, ils n'augmentent pas. C'est pareil pour les entreprises, c'est difficile de répercuter une hausse de son abonnement ou de son modèle de prix à ses clients qui eux-mêmes galèrent et se demandent même s'ils vont peut-être pas arrêter le logiciel avec lequel ils travaillent avec vous. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, et comme l'écosystème est difficile, ces startups-là qui sont en série D, série E, série F, ça c'est des choses que vous devriez regarder quand vous choisissez un logiciel. Il y en a plein qui vont regarder le nombre de stars qu'il va y avoir sur GitHub, etc. Mais pensez à regarder qui est l'éditeur qui est derrière, ou la fondation qui est derrière, où est-ce qu'ils en sont dans leur levée de fonds. Typiquement, le levée de fonds série A, série B, ça veut dire aujourd'hui c'est pas cher. Dans 2 ans, ça sera beaucoup plus cher, ça sera 3 à 4 fois plus cher. Donc c'est une bonne affaire potentiellement si ça tient la route. Par contre, si c'est une série E, série F, potentiellement il va y avoir une sortie à la clé et ça peut faire mal. Donc, ça va que dans un seul sens, c'est l'éditeur qui choisit et ça est complètement motivé. Je pense que ça va continuer parce que pour l'instant, le business, l'approche start-up est toujours vachement mise en avant. Donc, voilà, ça va rester dans ce modèle-là. De toute façon, si vous voulez voir, on peut discuter juste derrière s'il y a des gens qui sont intéressés. Je me rends disponible. Merci. À Ahmed alors du coup.